Le soleil de midi brûlait les rues poussiéreuses de Marrakech, transformant les pavés en plaques chauffantes. L'odeur d'agneau rôti et de fleurs d'oranger se mêlait au parfum sec et âpre du sable et du cuir. L'air vibrait, lourd de chaleur. Les vendeurs criaient en arabe, leurs voix rebondissant contre les murs des ruelles anciennes. Et au cœur de la place, Jemaa el-Fna, sous un auvent rouge délavé, était assis un homme vêtu d'une robe de soie blanche immaculée. Monsieur Hassan el-Mansour. Il incarnait la richesse. Des bagues en or ornaient ses doigts, une Rolex dépassait de sa manche, et autour de son cou, scintillant comme la lumière du soleil sur l'eau, pendait un collier serti de diamants. Large, ostentatoire, impossible à ignorer. À quelques pas de lui, pieds nus et couverte de poussière, se tenait une jeune femme. Elle s'appelait Soraya. Elle n'avait pas plus de 25 ans, la peau brunie par le soleil et la vie, les cheveux emmêlés, les yeux trop vieux pour son âge. Elle serrait un bol en étain fissuré, vide, sa voix timide mais claire, perça l'air épais. « Monsieur, une pièce, s'il vous plaît, pour manger, pour ma mère. » Hassan leva à peine les yeux. Son regard en amande effleura Soraya, dédaigneux. Il claqua la langue et agita une main manucurée comme pour chasser une mouche. Puis le regard de Soraya se fixa sur le collier. Sa respiration s'arrêta. Un frisson la parcourut. « Ma mère, murmura-t-elle. Elle en avait un exactement comme celui-là. » Le visage d'Hassan se figea. L'air devint plus lourd. Un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais chargé. Il plissa les yeux, se penchant en avant. « C'est impossible, » dit-il froidement. « Il est unique, fabriqué à Genève. Il n'en existe qu'un seul. » Soraya ne discuta pas. Elle fixait simplement le collier, non pas avec envie, mais avec reconnaissance. Ses lèvres tremblèrent. Elle ne parla plus. Hassan la regarda plus longtemps que prévu. Puis il se détourna. La foule avança. Mais le moment persista, comme la fumée après le feu. Quelque chose de non dit avait craqué dans l'air, et Soraya resta là, silencieuse, une tempête dans les yeux. Le lendemain, Soraya retourna sur la place. Elle n'avait pas dormi. L'image de ce collier la hantait, non pour sa richesse, mais pour son passé. Quelque chose en elle criait que c'était important, que cela signifiait quelque chose. Elle attendit des heures, scrutant chaque étal, chaque robe, chaque éclat d'or. Finalement, elle le vit à nouveau, Hassan descendant d'une Mercedes noire, entouré d'hommes aux lunettes sombres. Elle s'approcha lentement, le cœur battant. « Monsieur, dit-elle encore, plus doucement cette fois, ce collier, je ne voulais pas manquer de respect, mais il ressemble exactement à... » Avant qu'elle ne puisse finir, l'un des gardes s'avança et la repoussa. « Reste loin de monsieur El-Mansour. » Soraya tomba. Ses genoux raclèrent la pierre. Le bol qu'elle portait résonna sur le pavé. Hassan tourna la tête, ennuyé. « Ne la laissez plus s'approcher de moi. » Une foule regardait. Personne n'aida. Ses joues brûlaient, non pas à cause du soleil, mais de honte. Elle ramassa son bol et s'enfuit, se cachant derrière un chariot d'épices, le cœur battant. Les larmes vinrent, chaudes et silencieuses. Elle pressa son front contre les briques, se murmurant à elle-même « Pourquoi ai-je parlé? Pourquoi ai-je espéré ?» Ses doigts cherchèrent la pochette contenant le collier de sa mère. Elle le sortit, les mains tremblantes. L'argent s'était terni. Le saphir était ébréché. Mais la forme, le motif, il était identique. Et au dos, quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué, faible, presque invisible, une gravure, 3 lettres, H-E-M, Hassan, L, Mansour. Le monde bascula, son esprit tourbillonnait de questions, son corps tremblait de 1000 émotions enfouies. Sa mère l'avait connu, et tout était sur le point de changer. Soraya avait grandi dans le village d'Asni, niché dans les contreforts, au-delà de Marrakech. La vie n'était pas facile, mais elle était honnête. Sa mère, Yasmine, était une couturière connue pour son esprit doux et ses mains qui faisaient des miracles avec des tissus déchirés. Son père avait disparu quand Soraya avait 6 ans, emporté par le désert, disait-on, et depuis ce jour, Soraya était devenue l'ombre de sa mère. Elle partageait tout, des rires sous les figuiers, des nuits froides enveloppées dans une seule couverture.
Même la douleur de la faim, bien que Yasmine trouvait toujours un moyen de nourrir Soraya, même si elle-même restait sans manger. Quand Soraya eut 18 ans, sa mère lui donna un collier, en argent, usé mais magnifique, avec un petit saphir incrusté au centre. C'était un cadeau, avait-elle dit, le regard lointain, de quelqu'un d'important. Soraya n'avait jamais demandé qui. Mais elle se souvenait de la façon dont sa mère le tenait près d'elle, comme s'il portait non seulement de la beauté, mais aussi de la mémoire. Puis vint la fièvre. Pas de médecin, pas d'argent. Et juste comme ça, Yasmine s'éteignit. Ses derniers mots murmurés contre la joue de Soraya: « Ne cesse jamais d'être fière de qui tu es. » Depuis lors, Soraya errait, nettoyant des chaussures, vendant des dattes, dormant sous des balcons et derrière des étals de marché. Chaque nuit, elle caressait sa propre version du collier, maintenant brisé, rangé dans une pochette en tissu, tout ce qui lui restait de sa mère. Sa seule lumière venait de Nadia, la vieille femme qui vendait des épices 3 rues plus loin. Ridée comme un vieux parchemin et aveugle d'un œil, Nadia avait pris Soraya sous son aile. « Tu as de la force, enfant », disait-elle souvent, frottant des huiles sur les mains de Soraya. « Ton histoire n'est pas encore terminée. » Et Soraya la croyait. Même avec de la poussière dans les cheveux et des callosités aux pieds, elle croyait. Jusqu'au jour où elle vit Hassan et l'impossible collier. Ce soir-là, après sa chute sur la place, Soraya retourna au petit réduit qu'elle partageait avec 2 autres femmes près du vieux marché. Les larmes avaient séché sur ses joues, laissant des traces salées que la poussière rendait visibles. Elle s'assit sur sa natte usée, son dos contre le mur de terre battu, et sortit à nouveau le collier. La lumière du crépuscule filtrait par une fente dans le toit, jetant un rayon doré sur le bijou terni. Soraya le tourna entre ses doigts, suivant chaque courbe, chaque détail qu'elle connaissait par cœur. Le motif complexe d'entrelacs, la monture délicate du saphir, la fine chaîne qui avait été réparée maintes fois. « Maman » murmura-t-elle dans l'obscurité grandissante, « qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ?» Leila, la plus âgée des femmes avec qui elle partageait l'abri, entra en portant un petit panier. « Tu n'as rien mangé depuis hier » dit-elle, tendant à Soraya un morceau de pain et quelques olives. « La faim n'aide pas à réfléchir. » Soraya accepta avec gratitude, mais ses yeux restaient fixés sur le collier. « C'est à cause de lui que tu es si troublée ?» demanda Leila, s'accroupissant à côté d'elle. Soraya hocha la tête. Elle raconta alors sa rencontre avec Hassan El Mansour, le collier identique, et maintenant la découverte des initiales. Leila écouta en silence, son visage ridé par le soleil et les années se plissant davantage. « El Mansour » dit-elle finalement. « Ce nom est connu. Il possède la moitié de Marrakech, et peut-être même plus. Ils vivent dans ce grand palais près des jardins majorels. Ma mère ne m'a jamais parlé d'eux, dit Soraya confuse. Certains secrets sont trop lourds à porter, même pour ceux qu'on aime le plus, répondit Leila, posant une main calleuse sur l'épaule de Soraya. Mais maintenant, le destin t'a mise sur leur chemin. Ce n'est pas un hasard. Cette nuit-là, Soraya dormit peu. Des fragments de souvenirs tournoyaient dans son esprit. Sa mère, assise sous la lumière d'une bougie, cousant tard dans la nuit. Sa façon de se tendre quand certains noms étaient mentionnés dans le village. Les regards qu'elle recevait parfois des anciens. Et cette phrase, répétée si souvent, « Nous avons tout ce dont nous avons besoin, Soraya. Nous avons l'une l'autre. » Au matin, sa décision était prise. Elle se rendit au stand de Nadia avant même que le soleil ne soit complètement levé. « Je dois en savoir plus », annonça-t-elle, les yeux encore gonflés de fatigue, mais brillants de détermination. Nadia, déjà occupée à disposer ses épices colorées en petites pyramides parfaites, leva son œil valide vers elle. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-elle doucement. « Ta mère aussi. » Soraya ne retourna pas à la place le jour suivant. Au lieu de cela, elle se rendit chez Nadia, plaça le collier dans sa paume et lui raconta tout. Hassan, le garde, la chute, la gravure. Nadia ne scia pas. « J'ai toujours su que ta mère portait des secrets, » murmura-t-elle, les yeux vitreux. « Mais ceci, ce n'est pas un accident. » Elles passèrent des heures à nettoyer le collier.
Sous les couches de crasse, il brillait à nouveau. Puis Nadia prit une petite brosse et un flacon d'huile de citron et découvrit quelque chose de caché sous le fermoir. Un vieux symbole, le blason familial de la dynastie El Mansour. Nadia la regarda, le souffle coupé. « Soraya, ce collier est un jumeau. Que veux-tu dire ?» demanda Soraya, les doigts tremblants alors qu'elle touchait le symbole fraîchement révélé. « Regarde ces marques, » expliqua Nadia, pointant vers des détails minuscules sur le métal. « C'est le travail de Rachid El-Khouri, le plus grand joaillier de Fès il y a 30 ans. Il était connu pour créer des pièces jumelles, 2 colliers identiques, faits en même temps, partageant la même âme. Mais pourquoi ma mère aurait-elle un collier jumeau avec celui d'Hassan El-Mansour ?» Nadia soupira, son œil unique scrutant le visage de Soraya comme si elle y cherchait une réponse. « Ta mère est venue à Hasni quand tu étais très petite. Avant cela, elle vivait à Marrakech. Elle ne parlait jamais de cette époque, mais je l'ai entendue pleurer les nuits où elle pensait que personne ne l'écoutait. » Soraya sentit son cœur se serrer. « Tu crois qu'elle est Hassan ? Je crois que tu dois découvrir la vérité par toi-même, » répondit Nadia. « Mais souviens-toi, la vérité est comme une lame à double tranchant. Elle peut libérer, mais elle peut aussi blesser. » Ce soir-là, Soraya s'habilla avec ses vêtements les plus propres, une longue tunique brune et un châle que Nadia avait cousu des années auparavant. Elle attacha ses cheveux en arrière. Elle n'allait pas mendier aujourd'hui. Elle allait demander la vérité. Lorsqu'elle arriva, Hassan dînait sur le balcon d'un café luxueux surplombant la place. Cette fois, elle s'approcha du garde et dit fermement « Dites-lui que j'ai quelque chose qui lui appartient. » Le garde hésita, puis revint avec Hassan, qui descendit lentement les escaliers, les yeux curieux. Sans un mot, Soraya tendit le collier. Il le prit, examina la gravure. Pendant un moment, son souffle se coupa. Ses mains tremblèrent légèrement. « Où as-tu cela ?» demanda-t-il, la voix basse. « C'était à ma mère, » répondit-elle. « Elle s'appelait Yasmine. »« D'Hasni. » Son visage pâlit. « J'ai connu une Yasmine, » murmura-t-il. « Il y a des années. Elle a disparu. » Soraya ne broncha pas. « Elle m'a élevé, seule, avec fierté. » Silence. Hassan la regarda, la vit vraiment, pour la première fois. « Quel âge as-tu » demanda-t-il, sa voix à peine audible. « 23 ans, » répondit Soraya, soutenant son regard. Hassan ferma les yeux un instant, comme s'il calculait, comme s'il assemblait des pièces d'un puzzle longtemps abandonné. « Entre » dit-il finalement, indiquant le café derrière lui. « S'il te plaît. » Le café était frais, un oasis loin de la chaleur écrasante de la place. Des ventilateurs au plafond brassaient doucement l'air parfumé de menthe et de café. Les serveurs en costume blanc s'inclinèrent devant Hassan, lui jetant des regards curieux tandis qu'il conduisait cette femme en habit simple vers une table isolée à l'arrière. Ils s'assirent face à face. Hassan fit signe à un serveur qui apporta rapidement de l'eau fraîche et des dattes. « Mange, » dit-il, poussant doucement l'assiette vers elle. Il y avait une gentillesse inattendue dans ce geste. Soraya ne toucha pas à la nourriture. « Parlez-moi de ma mère, » dit-elle. Hassan regarda le collier qu'il tenait toujours dans sa main. La lumière dansait sur les facettes du saphir, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur la nappe blanche. « J'avais 20 ans, » commença-t-il, sa voix lointaine. « J'étudiais à l'université de Rabat. Pendant les vacances d'été, je suis revenu à Marrakech et j'ai rencontré Yasmine au souk. Elle vendait des broderies qu'elle faisait elle-même. Elles étaient extraordinaires. » Ses yeux se perdirent dans le vague, revivant ce moment. Elle n'était pas comme les autres femmes que je connaissais. Elle était franche, intelligente, elle avait des opinions sur tout. Nous avons commencé à nous voir en secret. Pendant 6 mois, elle a été mon monde entier. Et ensuite, demanda Soraya, la gorge serrée, mon père a découvert notre relation. Il était furieux. Les El Mansour ne se mêlent pas aux gens ordinaires, disait-il. J'étais promis à la fille d'un homme d'affaires de Casablanca, un arrangement familial. Hassan prit une gorgée d'eau, sa main tremblant légèrement. J'ai été envoyé étudier à Paris. Quand je suis revenu 1 an plus tard, Yasmine avait disparu. Personne ne savait où elle était allée.
J'ai essayé de la retrouver, mais mon père avait des yeux partout. Finalement, j'ai abandonné. Je me suis marié comme prévu. Et le collier? Demanda Soraya. Je les ai fait faire avant de partir pour Paris. 2 colliers identiques. Un pour elle, un pour moi. Une promesse que nous serions toujours connectés, peu importe la distance. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais il les retint. Je n'ai jamais su qu'elle était enceinte, murmura-t-il. Je le jure. Soraya sentit quelque chose se briser en elle, une digue retenant 23 ans de questions sans réponse. Elle ne m'a jamais dit votre nom, dit-elle doucement. Mais elle m'a toujours dit que mon père était un homme bon, pris dans des circonstances impossibles. Hassan baissa la tête, submergé. Quand il la releva, son visage était transformé par une détermination nouvelle. « Soraya », dit-il, prononçant son nom comme s'il le goûtait pour la première fois. « J'ai perdu 23 ans de ta vie. Je ne peux pas les récupérer. Mais si tu me le permets, j'aimerais connaître la femme que ma Yasmine a élevée. » Les jours suivants passèrent dans un brouillard de révélations et d'émotions contradictoires. Soraya oscillait entre l'émerveillement et la colère, la curiosité et la méfiance. Hassan lui avait donné son numéro, lui demandant la permission de la revoir. Elle avait accepté, avec une réserve prudente. Ils se rencontrèrent dans un petit café du quartier Guélise, loin des regards indiscrets de la Médina. Hassan arriva sans chauffeur, vêtu simplement, un changement frappant par rapport à son apparence habituelle. Soraya l'attendait déjà, ses doigts jouant nerveusement avec le rebord de sa tasse de thé à la menthe. « J'ai apporté quelque chose », dit Hassan après les salutations d'usage. Il sortit un petit album photo de cuir usé. « Des souvenirs que j'ai gardés malgré tout. » Soraya l'ouvrit avec précaution. Sur la première page, une jeune femme riait, assise sur un muret de pierre, le soleil jouant dans ses cheveux. Son visage était l'écho parfait de celui de Soraya. « Maman », murmura-t-elle, touchant le papier jauni du bout des doigts. « C'était près des jardins de la Ménara », expliqua Hassan, sa voix douce de nostalgie. Elle aimait cet endroit. Elle disait que l'eau reflétait l'âme du ciel. Ils tournèrent les pages ensemble, Hassan racontant chaque photo, chaque moment figé dans le temps. Yasmine devant un étal de tissu, concentrée sur son travail. Yasmine et Hassan, jeunes et insouciants, partageant une glace. Des fragments d'un amour que la société avait condamné avant même qu'il ne commence. Elle était talentueuse, dit Soraya, observant une photo où sa mère brodait un motif complexe. Elle m'a tout appris. Tu brodes aussi? Demanda Hassan, surpris et ravi. Soraya hocha la tête, puis sortit un petit mouchoir de sa poche. Dessus, un motif d'oiseaux et de fleurs entrelacés, si fin qu'il semblait vivant. « C'est extraordinaire », murmura Hassan admiratif. « Tu as son don. » La conversation coula plus facilement après cela, les souvenirs de Yasmine formant un pont entre eux. Hassan apprit comment Soraya et sa mère avaient vécu à Hasni, leurs difficultés mais aussi leurs joies simples. Soraya découvrit le jeune homme qu'Hassan avait été, ses rêves d'alors, si différents de la vie qu'il menait maintenant. « Que s'est-il passé avec votre femme ?» osa-t-elle demander finalement. « Celle que vous avez épousée après… » Le visage d'Hassan s'assombrit. « Malika est décédée il y a 10 ans. Un accident de voiture. Nous avons eu un fils, Karim. Il a 20 ans maintenant. Il étudie à Londres. » Il hésita, puis ajouta doucement « Notre mariage n'était pas malheureux, mais il n'a jamais eu la lumière que j'avais connue avec ta mère. » Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils quittèrent le café. Hassan proposa de raccompagner Soraya, mais elle refusa poliment. « J'ai besoin de marcher, de réfléchir, » dit-elle. Il respecta sa décision, mais avant qu'elle ne parte, il lui tendit une enveloppe. « Je ne peux pas racheter les années perdues, Soraya. Mais peut-être puis-je t'aider maintenant. » L'enveloppe contenait de l'argent, plus que Soraya n'en avait jamais vu. Sa première impulsion fut de refuser, de la lui rendre. Mais quelque chose dans les yeux d'Hassan l'arrêta. Ce n'était pas de la pitié ou du devoir, c'était le désir sincère de réparer, même un peu, ce qui avait été brisé. « Merci », dit-elle simplement, rangeant l'enveloppe. « Mais l'argent ne répondra pas à toutes mes questions. Je sais… » répondit-il.
C'est pourquoi j'espère que nous pourrons continuer à nous voir. Soraya retourna chez Nadia ce soir-là, l'esprit tourbillonnant de nouvelles informations. La vieille femme l'attendait, comme si elle avait senti que cette journée serait importante. Alors, demanda-t-elle simplement, ses mains ridées, continuant à trier des graines de cumin. Soraya lui raconta tout, les photos, les histoires, l'argent. Nadia écouta en silence, son visage impassible mais ses yeux attentifs. Il veut me présenter à son fils, conclut Soraya. Il dit que Karim a le droit de savoir qu'il a une sœur. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda Nadia, toujours directe. Soraya soupira, s'asseyant lourdement sur le petit tabouret à côté de l'étal. Je ne sais pas. Pendant toute ma vie, c'était juste maman et moi. Puis juste moi. Maintenant, soudainement, j'ai un père, un frère. Une famille que je ne connais pas. Nadia posa une main sur son épaule. La famille n'est pas toujours celle du sang, Soraya. C'est celle qu'on choisit, celle qu'on construit avec son cœur. Mais comment savoir si je peux lui faire confiance? Demanda Soraya, exprimant enfin sa peur la plus profonde. Et s'il m'abandonne encore une fois? Tu ne peux pas le savoir, répondit Nadia avec sagesse. La confiance est toujours un saut dans l'inconnu. Mais rappelle-toi ceci, ton collier et le sien sont jumeaux, deux parties d'un tout. Peut-être que vous l'êtes aussi d'une certaine façon. Cette nuit-là, alors que la lune baignait Marrakech d'une lumière argentée, Soraya prit une décision. Elle utiliserait une partie de l'argent pour louer une petite chambre près du quartier des artisans où elle pourrait travailler sur ses broderies. Le reste, elle le garderait pour l'avenir. Quant à Hassan et à la famille qu'il lui offrait, elle avancerait prudemment, pas à pas, comme sa mère lui avait appris à broder les motifs les plus complexes, un point après l'autre, avec patience et précision. Un mois passa. Le printemps marocain déployait ses couleurs sur Marrakech. Les jacarandas éclataient en cascades violettes. Les orangers embaumaient les ruelles. Soraya s'était installée dans sa nouvelle chambre, un espace modeste mais lumineux, avec une fenêtre donnant sur une cour intérieure où un figuier centenaire offrait son ombre généreuse. Elle avait commencé à vendre ses broderies dans une petite coopérative d'artisanes. Ses créations, inspirées des motifs traditionnels berbères mais teintées d'une sensibilité contemporaine, attiraient l'attention. Pour la première fois de sa vie, elle gagnait suffisamment pour vivre sans craindre le lendemain. Pendant ce temps, sa relation avec Hassan évoluait lentement. Ils se voyaient 2 fois par semaine, parfois pour un café, parfois pour une promenade dans les jardins. Hassan lui parlait de Yasmine, comblant les vides de son histoire. Soraya lui racontait son enfance, les leçons de sa mère, les défis de sa vie. Ils apprenaient à se connaître, tâtonnant dans cette relation père-fille improvisée, construisant un pont fragile au-dessus de 23 années d'absence. Un jour, Hassan arriva à leur rendez-vous avec une expression grave. « Karim rentre de Londres ce week-end », annonça-t-il, observant attentivement la réaction de Soraya. « Il sait pour toi. Je lui ai tout raconté. » Soraya sentit son estomac se nouer. « Et comment l'a-t-il pris ?» Hassan soupira, passant une main sur son visage fatigué. « Il est en colère, confus. Il a l'impression que j'ai trahi sa mère, même si notre histoire avec Yasmine était bien avant mon mariage. »« Je comprends, » murmura Soraya. « Ce doit être difficile pour lui. »« Malgré tout, il veut te rencontrer, » continua Hassan, une lueur d'espoir dans les yeux. « Il dit qu'il a le droit de connaître sa sœur, quelle que soit l'histoire qui nous a séparés. » La rencontre eut lieu dans la maison d'Hassan, non pas le palais familial où vivait encore son père âgé, mais une villa plus modeste dans le quartier de l'hivernage. Soraya arriva tôt, vêtue d'une robe bleue simple mais élégante qu'elle avait cousue elle-même, ornée de sa broderie distinctive. Karim était grand comme son père, mais plus mince, avec une nervosité dans les gestes qui contrastait avec la présence posée d'Hassan. Ses yeux, cependant, étaient identiques à ceux de Soraya. Noisettes avec des éclats dorés, les yeux de Yasmine. Leur première conversation fut maladroite, pleine de silence et de regards furtifs. Mais au fil du déjeuner, la glace commença à fondre. Karim étudiait l'architecture, passionné par le mélange des influences traditionnelles et modernes.
Soraya lui montra des photos des motifs berbères qu'elle incorporait dans ses créations. Ils découvrirent un intérêt commun pour les structures, les formes, les symboles. « C'est étrange, dit Karim à un moment donné. J'ai toujours voulu une sœur quand j'étais petit. Et moi, j'ai toujours voulu une famille plus grande, répondit doucement Soraya. Hassan les observait, les yeux brillants d'émotion contenue. Le soir venu, alors que Soraya s'apprêtait à partir, Hassan la prit à part. « Soraya, j'ai pris une décision, dit-il, sa voix grave et déterminée. Je veux te reconnaître officiellement comme ma fille. » Elle le regarda, stupéfaite. « Que voulez-vous dire ? Je veux que le monde sache que tu es une El Mansour. Je veux te donner la place qui te revient dans cette famille, avec tous les droits et le respect qui l'accompagnent. » Soraya sentit sa gorge se serrer. « Et votre père ? Votre réputation ? Mon père est vieux, ses opinions appartiennent au passé. Quant à ma réputation, il sourit légèrement. Peut-être qu'il est temps de montrer qui je suis vraiment, pas seulement ce que la société attend de moi. » 3 jours plus tard, la même place qui avait vu leur première rencontre fut témoin de quelque chose de rare. Le millionnaire Hassan El Mansour se tenait aux côtés d'une jeune femme en vêtements simples. Pas de garde, pas de barrière. Il tenait un micro, tremblant légèrement, tandis qu'il s'adressait à une foule qui se rassemblait autour d'eux. « J'ai quelque chose à confesser, » commença-t-il, les yeux fixés sur Soraya. « Il y a plus de 20 ans, j'ai aimé une femme qu'on ne me permettait pas d'aimer. Elle s'appelait Yasmine. Ma famille l'a interdite. On m'a envoyé à Paris. Je ne l'ai jamais revue. Je pensais qu'elle passerait à autre chose. Je pensais qu'elle m'oublierait. » Il fit une pause. Ce ne fut pas le cas. Il se tourna vers Soraya, les yeux humides. « Et moi non plus. » Soraya ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête. La foule était silencieuse, stupéfaite. « Elle est ma fille, » dit-il finalement. « Et j'ai honte qu'il ait fallu si longtemps pour la reconnaître. » Des murmures, des exclamations, des téléphones levés, mais pas de moquerie, seulement de l'émerveillement. Hassan prit sa main, pas comme une représentation, mais avec une sincérité tremblante. « Je ne peux jamais remplacer les années perdues, je ne peux jamais défaire ce qu'elle a enduré, mais je peux lui rendre son nom, sa dignité, son histoire. » La foule explosa, non pas en applaudissements, mais en quelque chose de plus profond, du respect. Et ceux qui autrefois passaient devant Soraya la regardaient maintenant différemment, pas comme une mendiante, mais comme quelqu'un qui s'était élevé. Dans la foule, Nadia observait tout, son vieux visage ridé par un sourire. À côté d'elle se tenait Karim, venu soutenir son père et sa nouvelle sœur, malgré ses réserves initiales. « C'est un homme courageux, ton père, » dit Nadia à Soraya plus tard, alors qu'ils partageaient tous un thé dans sa modeste maison. Peu d'hommes oseraient défier ainsi les conventions. « Ce n'est pas pour moi qu'il l'a fait, » répondit Soraya, pensive. « C'est pour Yasmine, et peut-être pour lui-même aussi. » Hassan hocha la tête. « Pour nous tous, pour réparer ce qui peut encore l'être. » Cette nuit-là, Soraya retourna dans sa petite chambre, refusant l'invitation d'Hassan à s'installer dans sa villa. « Pas encore, » avait-elle dit. « J'ai besoin de temps, d'espace pour comprendre qui je suis maintenant. » Assise sur son lit, elle sortit les 2 colliers, celui de sa mère et celui d'Hassan, qu'il lui avait donné. Côte à côte, ils formaient un tout parfait, différents par leur état, mais identiques dans leur essence. « Gomel et Hassan, » pensa-t-elle, séparés par les circonstances, mais liés par quelque chose de plus profond que le sang ou le nom. Les semaines passèrent. Marrakech bruissait encore des échos de la révélation d'Hassan. L'histoire de la fille perdue et retrouvée s'était répandue comme une traînée de poudre, transformée et embellie à chaque récit. Certains y voyaient un conte de fées moderne, d'autres un scandale, mais tous étaient fascinés. Soraya, elle, restait ancrée dans sa réalité. Elle n'avait pas emménagé dans le manoir El Mansour. Elle avait simplement déménagé dans un appartement plus grand dans l'ancienne Médina, assez spacieux pour y installer un atelier de broderie. Elle marchait encore pieds nus parfois, sentant la terre dont elle venait, mais désormais les portes s'ouvraient. Les gens la saluaient. Elle faisait du bénévolat à l'orphelinat, aidait Nadia à réparer son étal.
La coopérative d'artisanes qu'elle avait rejointe connaissait un succès inattendu. Les broderies de Soraya, avec leur mélange subtil de tradition et d'innovation, attiraient une clientèle internationale. Elle avait formé 3 jeunes femmes des quartiers défavorisés, leur transmettant les techniques que sa mère lui avait enseignées. « Tu construis quelque chose de beau », lui dit Hassan un jour, en visitant son atelier. Il observait avec admiration le balai des aiguilles, la précision des gestes, la concentration sur les visages. « Je continue ce que ma mère a commencé », répondit Soraya. Elle disait toujours que la broderie est comme la vie. L'envers peut sembler chaotique, mais l'endroit révèle un motif cohérent. Leur relation avait trouvé son rythme. Ils dînaient ensemble 1 fois par semaine. Hassan avait appris à respecter son indépendance, à ne pas l'étouffer de son affection ou de sa richesse. Soraya avait appris à accepter sa présence dans sa vie, à lui faire une place sans effacer son passé. Karim était retourné à Londres, mais il écrivait régulièrement, partageant ses projets d'architecture, demandant à Soraya des photos de motifs traditionnels pour ses designs. Une correspondance hésitante s'était établie entre eux, fragile mais sincère. Un soir, Hassan invita Soraya à la villa pour une occasion spéciale. Son père, le patriarche des El Mansour, avait demandé à la rencontrer. À 85 ans, Ibrahim El Mansour était une figure imposante, malgré sa fragilité physique. Assis dans son fauteuil comme sur un trône, il observa Soraya entrer, ses yeux perçants l'évaluant sans concession. « Alors, c'est toi la fille de Yasmine ?» dit-il, sa voix rocailleuse résonnant dans le salon silencieux. « Oui, monsieur », répondit simplement Soraya, soutenant son regard. Le vieil homme la fixa longuement, puis soupira profondément. « J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, » dit-il finalement. « Séparé mon fils de la femme qu'il aimait, choisi l'honneur et la tradition plutôt que le bonheur. Je pensais agir pour le bien de la famille. » Il fit un geste vers Hassan, debout près de la fenêtre. « Mon fils a plus de courage que je n'en ai jamais eu. Il a réparé ce que j'ai brisé. » Se tournant à nouveau vers Soraya, il ajouta doucement, « Tu as les yeux de ta mère, directe, honnête. » Elle aussi refusait de baisser le regard devant moi. Un fantôme de sourire passa sur son visage austère. « Bienvenue dans la famille, Soraya El Mansour. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Soraya sentit quelque chose se dénouer en elle. Une tension qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle en avait oublié la présence. La reconnaissance du vieil homme avait fermé un cercle, complété un voyage qu'elle ne savait même pas avoir entrepris. Quelques jours plus tard, Soraya et Hassan se rendirent ensemble au cimetière d'Azni, où reposait Yasmine. C'était la première fois qu'Hassan visitait sa tombe. Il resta longtemps silencieux, agenouillé devant la pierre simple, ses doigts traçant le nom gravé. « Je lui parle souvent ici, » dit doucement Soraya. « Je lui raconte ma journée, mes projets, mes rêves. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me répond à travers le vent dans les feuilles. » Hassan hocha la tête, incapable de parler. Il déposa délicatement un bouquet de jasmin, les fleurs préférées de Yasmine, sur la terre ocre. « Je lui ai promis de ne jamais oublier qui j'étais, » continua Soraya. « Même maintenant, avec un nouveau nom, une nouvelle vie, je suis toujours la fille qu'elle a élevée. » « Elle serait si fière de toi, » murmura Hassan, trouvant enfin sa voix. « Tu as sa force, sa dignité. » Ils restèrent là jusqu'au crépuscule, partageant des souvenirs, tissant ensemble les fils séparés de leur vie avec Yasmine. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent chez Nadia. La vieille femme les attendait, une théière fumante et 3 verres posés sur un plateau usé. « J'ai préparé du thé à la menthe et à la fleur d'oranger, » annonça-t-elle. « Pour célébrer. »« Célébrer quoi ?» demanda Soraya, s'asseyant sur le petit tabouret qui avait toujours été le sien. « La vie, ma fille, les cercles qui se ferment, les histoires qui continuent. » Plus tard, alors que le soleil plongeait derrière les montagnes, Soraya et Hassan marchèrent en silence à travers les ruelles de la Médina. Les lanternes s'allumaient une à une, transformant l'ancien quartier en un labyrinthe d'ombres douces et de lumière dorée. « J'ai manqué tant de choses, » dit soudain Hassan. « Tes premiers pas, ton premier jour d'école, toutes ces années. » Soraya prit sa main.
un geste qui venait maintenant naturellement. « Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-elle. Mais nous sommes ici maintenant. C'est déjà un miracle, non ?» Hassan sourit, les yeux brillants de larmes contenues. « Ta mère disait toujours que les miracles arrivent quand on a presque renoncé à espérer, » répondit-il. Elle avait raison, comme toujours. Ils s'arrêtèrent sur une petite place où un vieux musicien jouait du oud, ses doigts ridés tirant des notes mélancoliques et belles de l'instrument. Quelques personnes s'étaient rassemblées pour l'écouter, formant un cercle paisible dans la nuit tombante. « J'ai encore tellement à apprendre sur toi, » dit Hassan, « sur la femme que tu es devenue. »« Nous avons le temps, » répondit simplement Soraya. « Tout le temps du monde. » Et elle murmura les derniers mots au vent. Même les invisibles portent des histoires que le monde était destiné à entendre.